Bienvenue dans un podcast en plus. Ici, on parle d'éducation positive, de métier du vivant et de ce que ça implique vraiment de vouloir accompagner les animaux humains et non humains sans renoncer à ses valeurs. Un podcast pour réfléchir ensemble, prendre du recul et construire des projets éthiques et viables. Bonne écoute! Hey, on se retrouve pour ce 3e épisode de podcast et aujourd'hui un sujet très particulier qui me tient énormément à cœur. Vous allez me dire, mais Julia, tous les sujets te tiennent à cœur et c'est vrai. Celui-ci va être autour du syndrome du sauveur. Alors, je n'ai aucun jugement, je vais essayer de rester le plus neutre possible, sachant que moi aussi, j'ai été victime de ce syndrome et je le suis toujours un petit peu de toute façon. Et du coup, c'est en toute bienveillance que je souhaite aborder ce sujet. Donc le syndrome du sauveur, c'est quelque chose qui va être très présent dans notre société. C'est ce souhait en fait de venir en aide à un individu. Donc ça peut être un enfant, des enfants, des animaux, des femmes, des personnes handicapées, etc. C'est les aider et se sentir utile, avoir besoin entre guillemets de les sauver, de se battre pour leur cause. Alors ça part d'une excellente intention, mais parfois l'intention ça ne suffit pas à faire les choses bien et c'est là le vrai problème et c'est de ça que j'ai envie de discuter dans ce podcast. Donc les métiers engagés, tels que le métier dans l'éducation canine ou dans l'éducation positive, c'est des métiers qui vont forcément attirer des personnes qui vont être plus sensibles, qui vont se sentir concernées, qui vont être engagées. C'est des personnes qui ont vraiment beaucoup d'empathie et qui en général ne supportent pas l'injustice, la souffrance, l'abandon. C'est des personnes qui sont énormément investies. Et ces personnes-là, elles ont parfois tendance à croire que plus on souffre pour la cause, plus on est une bonne personne, plus on est investi pour la cause, plus on est une bonne personne. Et il y a quelque chose qui se retrouve beaucoup dans les milieux militants et engagés, c'est le burn-out. Voilà, la surcharge mentale, l'épuisement physique et psychologique dû à un engagement psychologique trop important, parce que ça peut vraiment ronger. Alors juste pour rappel, parce que ça me tient vraiment à cœur, j'ai été moi-même victime d'un burn-out l'été dernier, donc en juillet 2025, et ce burn-out est en partie dû à cause de mon engagement, de mon militantisme, de mon syndrome de la sauveuse, auprès de mes proches, auprès de l'éducation canine, auprès de l'éducation des enfants aussi, auprès de la cause féministe. Bref, c'est beaucoup d'engagement et vraiment, je pense que ça m'a littéralement épuisée à tel point que je me suis pas relevée et je suis restée 2 mois alitée. Donc je sais vraiment de quoi je parle avec ce syndrome du sauveur et encore une fois je ne juge pas, ça part vraiment d'une bonne intention, mais encore une fois si ça nous met à terre, dans ce cas-là on ne peut plus rien faire et on n'est plus du tout utile pour la cause et si on ne le fait pas bien, parfois on peut aller à l'encontre de la cause. Le syndrome du sauveur, c'est un syndrome que l'on retrouve beaucoup dans la prévention et la protection animale, dans l'éducation canine, dans l'éducation positive, dans l'éducation des enfants. Il y a vraiment ce souhait en fait de vouloir sauver et de partir du principe que l'amour, l'investissement et les bonnes intentions vont suffire. Ce qu'on retrouve énormément par exemple au niveau des refuges, lieux que je côtoie régulièrement et que vraiment j'affectionne tout particulièrement. Ça doit être à cause de mon syndrome de la sauveuse. On retrouve énormément de bénévoles qui s'impliquent corps et âme et vraiment c'est merveilleux parce que c'est souvent en partie et essentiellement grâce aux bénévoles que les refuges peuvent vivre et vraiment survivre. Cependant, la plupart des bénévoles n'ont pas de vraie formation et considèrent que leur investissement, leur envie et leur amour suffit pour aider les chiens qui sont dans les refuges. Et moi-même qui passe beaucoup de temps dans les refuges, ou du moins qui a passé beaucoup de temps dans les refuges et je continue aujourd'hui d'y aller, j'observe en fait que les gens se mettent en danger et ont des techniques qui vont à l'encontre du bien-être animal, mais aussi qui vont pas rendre les chiens adoptables, qui vont pas améliorer l'adoptabilité, je ne sais pas si ce terme existe, des chiens, et du coup ça peut vraiment faire tout l'inverse de ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Ça crée aussi énormément de tensions entre les gens, il y a beaucoup de jugements entre les gens, de culpabilisation, de courants de pensée. C'est pas le milieu le plus sain que je connaisse, le milieu des refuges, et du coup ça peut faire des emportements, bref, ça peut faire des fâcheries entre les gens qui ont pourtant la même intention. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi
énormément en éducation canine. Ne serait-ce que dans le courant d'éducation positive, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont très impliquées, mais on peut retrouver une espèce de petite guéguerre entre les éducateurs en positif. Alors, cette guerre, elle est pas, cette guerre entre guillemets, hein, elle est pas mauvaise en soi parce que elle permet la remise en question, l'évolution. Et voilà, il faut pas non plus faire que de l'entre-soi, etc. Mais il y a un peu ce truc de qui sera le meilleur sauveur dans l'éducation positive, qui est-ce qui se mettra le plus en avant, qu'est-ce qui fera la plus belle des actions. Et le syndrome du sauveur peut devenir un outil marketing et c'est là où il faut vraiment faire attention. Toutes les vidéos, et ça il l'utilise aussi énormément dans les vidéos d'éducation en méthode coercitive, hein, mais mettre en avant cette espèce de profil de sauveur ou de sauveuse comme outil marketing, je sauve des chiens de l'euthanasie, je sauve des chiens de l'abandon, et que derrière on regarde plus trop ce que je fais mais vraiment le résultat, bah du coup ça permet d'utiliser des techniques qui ne respectent pas ni les dernières données scientifiques, éthologiques, ou tout simplement le bien-être physique, psychologique du chien. Et c'est là où on peut voir arriver des dérives. Et donc ce syndrome du sauveur, il est vachement utilisé comme outil marketing, notamment par les éducateurs qui sont en coercitif, parce que ça va toucher profondément les personnes qui aiment les animaux tout simplement. Et donc c'est assez malhonnête finalement d'utiliser ce syndrome du sauveur. Il y a un conseil que je donne à nos élèves qui sont en formation professionnelle pour devenir éduc canin, c'est de réfléchir à pourquoi en fait ils ont eu envie ou ils ont envie de devenir éducateur ou éducatrice canin. Parce que souvent, quand on fait la phase de recrutement, les premières raisons sont vraiment des très mauvaises raisons. Parce que j'ai envie de sauver des chiens, parce que j'ai envie d'aider les refuges, parce que je préfère les chiens aux humains, des choses comme ça. Enfin, on va retrouver ce genre de raisons. Or, en fait, être éduque, comme on l'a vu dans l'épisode de podcast précédent, c'est aider les humains à mieux comprendre les chiens et à mieux les accompagner dans l'éducation de leurs propres chiens. Donc c'est vraiment avant toute chose intervenir auprès des humains et ça va avoir un impact sur les chiens. Mais on va pas, entre guillemets, sauver des chiens, on va pas non plus vider les refuges parce que on est dans une société, dans un système qui a un énorme dysfonctionnement, qui place vraiment le chien comme outil marketing, comme outil de richesse, comme outil objet, comme substitut d'enfant, comme plein de choses. Et du coup, le chien, aujourd'hui en France, n'a pas la place qu'il devrait avoir en vrai, dans le respect de son intégrité physique et psychologique. Et du coup, les refuges sont principalement remplis pour cause de maltraitance, d'exploitation, d'utilisation, de mauvais achats, d'achats impulsifs, etc. La plupart du temps, c'est pas du tout pour des raisons de méthode éducative, qu'elles soient coercitives ou positives, que les refuges sont remplis. C'est vraiment pour tout le reste. Et vouloir sauver les chiens, intervenir dans les refuges, accompagner les gens qui vont adopter un refuge, etc., c'est en quelque sorte un petit peu nourrir le système. Donc, je dis ça se trouve, je vais me prendre des avalanches sur moi, mais là où vraiment les gens seraient utiles pour les chiens et pour la cause animale, ça serait en amont sur la réglementation, c'est quoi être éducateur et canin, comment c'est encadré légalement, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, la détention d'un chien, c'est quoi légalement, qu'est-ce qu'un humain a le droit de faire ou de pas faire, et que ça soit clair sur quelle méthode d'éducation on doit utiliser, comment les élevages de chiens doivent être faits, etc. Que ça soit pas des objets vendus sur le bon coin, donnés, cédés, pour tout un tas de raisons. J'ai eu moi-même ma propre association de protection animale pendant quelques mois seulement, mais ça m'a suffi. On avait mis en place un formulaire d'abandon. Ce formulaire était rempli 5 fois par jour, tous les jours de l'année, alors qu'on était juste sur un petit secteur et les raisons des abandons étaient toutes plus farfelues les unes que les autres. Mais en aucun cas il n'était question de problème d'éducation canine. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais mettre une petite attention particulière. Parmi nos élèves, il y en a plusieurs qui souhaitent sauver des chiens, intervenir en refuge, mais qui souhaitent aussi faire des tarifs préférentiels pour des personnes qui seraient moins fortunées ou qui iraient
entre guillemets, sauver des chiens dans un refuge. À savoir que le taux de retour d'adoption dans les refuges, dans certains refuges, peut être énorme, tout simplement parce que les gens déjà qui vont adopter en refuge se disent « Ok, je teste, si ça marche pas, je le ramène, point barre ». Donc déjà, l'investissement dans l'adoption, la plupart du temps, elle est assez moyennasse. Donc leur faire en plus une fleur derrière, de leur dire pour vous en plus l'éducation ça sera moins cher, c'est vraiment déresponsabiliser les gens. Certes, ils vont adopter un chien qui est en refuge, ça va permettre d'ouvrir une nouvelle place, mais encore une fois, j'hésite vraiment à dire ce que je vais dire, mais ça nourrit le système tout simplement parce que ça permet en fait de continuer à récupérer des chiens pour maltraitance, pour trafic, pour pour plein de choses. Ça fait de la place et du coup ça permet au système de continuer de fonctionner ainsi sans s'occuper de ce qu'il y a en amont. Au-delà de ça, le syndrome du sauveur va faire qu'on va se mettre soi-même en danger pour sauver autrui et du coup faire des tarifs qui ne nous permettent pas de vivre nous-mêmes de notre métier dans l'espoir de sauver quelqu'un ou de sauver un animal, bien tout simplement ça va à l'encontre de la pérennité de notre propre travail. Et donc ça va à notre rencontre à nous-mêmes et donc ça ne permet pas de prendre soin de nous et de notre entourage proche. Or, on ne vaut pas moins que les personnes qui vont faire cet acte. Et du coup, c'est hyper important de garder en tête sa propre valeur. Donc ce que je propose aux élèves de notre formation, c'est de faire un tarif fixe et quand vraiment il y a une nécessité extrême, il y a un vrai besoin, de pouvoir faire un geste qu'on appelle un geste commercial, qui ne plaît pas, ce terme, ça ne plaît pas aux gens, mais c'est comme ça, c'est un geste commercial pour aider quelqu'un, mais il faut que ça soit vraiment ponctuel. Je pense que, en fait, il faut pas croire que parce qu'on va adopter un chien dans un refuge, on a moins de responsabilités, on en a beaucoup plus, parce qu'en plus, adopter un chien qui est en refuge, c'est adopter un chien qui est arrivé là parce qu'il a une histoire particulière et donc qui va demander des connaissances particulières, une adaptation particulière, une remise en question particulière. Donc les gens qui vont adopter en refuge sont des gens qui devraient avoir conscience, qui vont avoir besoin de s'investir physiquement, psychologiquement, mais aussi financièrement, et c'est pas parce qu'on sauve un chien que du coup, derrière, ça ne nécessite pas le même investissement qu'avec un chien qui viendrait d'ailleurs. Et il y a ce truc-là de se dire, il sera toujours moins mal que là où il était avant. Oui, mais en fait, il mérite d'être aussi bien que n'importe quel autre chien. Et donc, c'est pas parce qu'il vient d'un refuge qu'il mérite peut-être moins que les autres, juste en ayant un peu mieux que ce qu'il avait avant. Enfin, je trouve que c'est pas la bonne façon de voir les choses. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi en commentaire. Vous pouvez me mettre ce que vous pensez. C'est vraiment mon point de vue. Ça peut être débattu et je le pense profondément. Moi-même, j'aimerais sauver les chiens de la terre entière, mais par exemple, si je les adoptais tous, je m'en occuperais vraiment très mal parce que j'aurais pas le temps pour m'occuper des milliers, des centaines de milliers, de millions de chiens qui sont abandonnés tous les ans. Du coup, ça serait pas possible tout simplement. Et donc, ça serait pas un bon acte. Voilà. Et puis de toute façon, si je vidais tous les refuges, ils seraient remplis dans les semaines qui suivent et donc ça ne ferait que nourrir le système. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Le syndrome du sauveur, est-ce que vous avez l'impression d'en souffrir ou pas, d'en être victime ou pas? Et moi, je vais vous demander, voilà, si vous avez envie, bien sûr, je ne force à rien, de réfléchir à cette question. Si vous êtes déjà allé travailler dans un refuge ou si vous avez déjà voulu faire des tarifs moins chers pour d'autres personnes, pourquoi vous avez voulu faire ça? Pourquoi vous avez envie d'être éduque? Pourquoi vous avez envie de sauver les animaux? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? Et oui, là on voit mes 12 ans de psychothérapie que je suis, mais c'est hyper important avant de se donner à la cause, avant de perdre des choses, parce que finalement quand on donne autant, il faut être prêt à perdre. Pourquoi vous êtes prêt à perdre autant pour donner à une cause? Et réfléchissez-y, et si vous n'avez pas la réponse, peut-être que c'est pas encore le bon moment pour vous lancer dans la cause, ou alors faites-le en même temps que vous vous lancez dedans, mais ça demande vraiment un accompagnement important et un vrai travail sur soi. Allez, je vous laisse avec cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On est là vraiment pour se poser des questions, pour réfléchir ensemble. Comme vous pouvez le ressentir, c'est des sujets qui me touchent particulièrement à cœur. Donc j'espère vraiment que vous ne m'en voudrez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et encore une fois, c'est hyper cool de pas être d'accord parce que ça permet justement de nourrir notre réflexion. Je vous laisse avec ça et je vous dis à la prochaine. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à en discuter sur les réseaux sociaux. Un podcast en plus, c'est aussi un espace d'échange et de réflexion collective. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.